Bon, alors, bonjour tout le monde. C'est rare qu'on fait ça. C'est peut-être la deuxième fois. Je pense qu'on l'avait fait avec les aérosols dans les écoles. C'est très rare qu'on fait un épisode supplémentaire en cours de semaine, mais là, je trouvais que avec la conversation que j'ai eue avec Maxime Saint-Hilaire, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Sherbrooke, sur le jugement rendu par Marc-André Blanchard sur la loi 21, je trouvais vraiment pertinent d'en faire un épisode autonome parce que ça dure à peu près une quarantaine de minutes et c'est vraiment une réflexion intéressante sur le droit constitutionnel, sur les compétences juridiques provinciales, en fait la tension entre le provincial et le fédéral sur le plan juridique. Alors voilà, on est mardi, c'est rare qu'on fait ça, mais allez, c'est un laboratoire qui se poursuit. Cette balado. Alors, je vous présente ce segment hyper intéressant sur la loi 21, en fait, disons-le, sur la philosophie du droit constitutionnel avec le professeur Maxime Saint-Hilaire. Bon épisode, tout le monde. Alors, on retrouve avec beaucoup de plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé, notre professeur Maxime Saint-Hilaire. Bonjour. Bonjour, professeur. Oui, ça fait longtemps. Oui, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Sherbrooke. Et là, on va. Je pense que c'est important qu'on revienne sur la loi 21. J'en ai pas beaucoup parlé dans les dernières semaines à la balado. J'attendais de vous parler, dans le fond, je pense. Bon, commençons par les grandes lignes. Le jugement est tombé du juge Marc-André Blanchard. C'est la Cour supérieure du Québec. On n'est pas encore à la Cour suprême, hein? Non, mais c'est à peu près sûr qu'on va s'y rendre. Voilà. On va passer par la cour d'appel avant. Bon, alors elle a été contestée. Qui contestait les dispositions de la loi 21 dans ce cas-ci, là? Ah, il y avait plusieurs contestations. Là. Il y avait Madame Hack avec le National Council of Canadian Muslims. Oui. Donc il y avait comme plusieurs, on a réuni là, plusieurs contestations. Oui. Donc là, ça en fait quand même pas mal. Oui. Mais il y avait aussi donc le dossier d'Andrea Lauzon avec d'autres contestations, oui, qui comprenaient le comité juridique de la coalition Inclusion Québec. Oui. Il y avait l'English Montreal School Board qui a eu gain de cause, oui, là, voilà, sous l'angle des droits linguistiques. Il y avait la Fédération autonome de l'enseignement aussi. Bon, alors allons-y. La loi n'est pas complètement invalidée, cela dit. Ah non, elle est surtout maintenue. Bon, voilà. Mais qu'est-ce qui est problématique avec le jugement? Peut-être un petit mot sur le juge lui-même. Là, de ce que j'ai compris, évidemment, je suis pas très ferré en droit constitutionnel, mais... Ah non? Non. Ah non? Je sens beaucoup de mépris dans votre... J'ai beaucoup de surprises. Ouais. Mais non, mais c'est complexe. C'est quand même complexe. Mais bon, un mot sur le juge Marc-André Blanchard. De mes lectures, j'ai compris que ça aurait pu être quelqu'un d'autre et ça a un impact quand même important, l'identité du juge quand on rend ce type de jugement-là. Est-ce que je me trompe? Moi, je suis assez sceptique là, sur tout ça parce que là, c'est vrai que le juge Blanchard est un peu attaqué presque là, puis des deux côtés, hein. Ouais. Donc là, on s'attend à un double appel. Donc, il y en a qui sont très déçus que la loi ait été pour l'essentiel maintenue. Oui. Mais donc là, c'est le camp que j'ai envie d'appeler des inclusifs. Puis oui, dans l'autre camp, le camp de la laïcité, oui, on est déçus aussi. Donc le ministre de la Justice, le procureur général, a annoncé son intention de porter l'affaire en appel. Oui. Donc, parce que bon, comme vous le savez, il y a eu deux exceptions. La loi a été déclarée partiellement inconstitutionnelle à l'endroit là, des écoles anglaises, oui, et finalement des candidats aux élections législatives provinciales. Oui. Fait que de l'autre côté aussi, on est déçus, puis c'est ça, on s'interroge sur le juge. Ça. Bon, moi, personnellement, d'après ce qu'on m'avait raconté, j'étais pas là lors de l'audition de l'affaire, mais bon, c'est un petit milieu, on se connaît, on, oui, se parle. Puis, personnellement, moi, je m'attendais peut-être à autre chose. J'ai été plutôt rassuré. Puis là,
j'insiste là-dessus, là, je pense que c'est important, là. Moi, j'aborde les choses dans une perspective purement juridique. C'est-à-dire, j'avais personnellement, je dois te dire, là, je dois déclarer que j'avais produit des arguments à l'encontre de la constitutionnalité de la loi, là, notamment sur la base du partage des compétences, mais j'ai aussi été très, très critique de d'autres arguments qui étaient présentés à l'endroit de la contestation. Donc moi, je me considère pas comme un militant de la laïcité ni comme un militant inclusif, mais il y avait certaines choses qui sur un plan plus juridique justement me faisaient peur, puis j'ai été globalement rassuré par le jugement. Mais c'est bien que vous disiez ça, Maxime Saint-Hilaire, parce qu'on va rester dans l'aspect juridique, on va pas parler de l'aspect politique, si la loi est bonne ou non, ou je le ferai plus tard dans un autre contexte. Là, c'est pas ça le point. Donc, pour le juge Blanchard, qu'est-ce qui posait problème avec la loi 21? Bon, ce qui a été jugé, parce qu'en fait, ce qui posait problème, c'est qu'il faut voir aussi quelle était sa marge de manœuvre, parce qu'ici, le législateur québécois a fait recouru au fameux article 33, donc qui permettait justement là à la loi de déroger à certains articles de la charte. La clause, moi c'est en mauvais français, là, la clause non-obstant. Oui, là, on utilisait ça dans les années 90, entre autres, beaucoup. Là, c'est la clause dérogatoire. Capsule linguistique, si on peut, ça permet clause en français. En anglais, on peut employer le mot clause pour des dispositions qui sont dans la loi ou dans une constitution. En français, c'est réservé pour les dispositions d'un contrat, là, d'un traité. Fait que c'est un anglicisme juridique qui est bien établi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, donc? La disposition de dérogation, en fait, c'est la disposition de la charte qui permet au législateur de déroger à la charte. Donc là, on a recouru à ça, ça limitait, c'est quand même un enjeu juridique et politique important, là. L'article 33, est-ce que c'est ça, une soupape qui est accordée au législateur qui lui permet de retrancher certains débats du forum judiciaire? Rappelons, Maxime, l'article 33 a été introduit en 82? Oui, en même temps que la Charte canadienne. C'est ça. C'est-à-dire que ça a été un peu un compromis de dernière minute. Là, vers la fin, on s'est entendu. Puis d'ailleurs, à l'époque, Pierre-Éliott Trudeau ne voulait absolument pas qu'on puisse déroger à l'article 23. Fait que là, on voit vraiment, là, on a une manifestation concrète de ça. Donc, pour Pierre-Éliott Trudeau, l'article 23, finalement, c'est un droit presque plus important que le droit à la vie, liberté, sécurité de sa personne ou la protection contre les traitements ou peines cruelles et inusitées. Donc, l'article 33, de manière un peu paradoxale, permet aux législateurs, tant fédéraux que provinciaux, de déroger mais c'est souvent les provinces. C'est souvent les provinces qui l'utilisent. Dans le fond, c'est une espèce de soupape que les provinces ont eue pour se prémunir de lois. Là, peut-être que je résume pas bien, mais de se prémunir de lois fédérales qui les brimeraient dans certaines pratiques, si on peut dire. Je pense pas que le mot pratique est le bon, mais c'était ça un peu l'idée ça a été demandé par les provinces, parce que c'est vrai que le projet de charte à l'époque parce qu'on avait déjà des lois là, fédérales et provinciales sur les droits de la personne, mais là, on parlait de l'inclusion d'une charte vraiment dans la constitutionnelle. Puis c'est vrai que le dossier était poussé par le gouvernement fédéral, sauf que c'est quand même important juridiquement de bien insister sur le fait que cette charte-là, elle lie aussi le Parlement fédéral et que l'article 33, même s'il a été surtout demandé par les provinces, l'article 33 permet aussi au Parlement fédéral de déroger à la charte qui le lit. Puis on est dans une situation d'urgence sanitaire. Mais le Parlement fédéral ne l'a pas fait, mais on est dans une situation d'urgence sanitaire. Ça, on en a. C'est drôle parce que on a parlé de ça, vous et moi, autant souvent parce qu'on a déjà ensemble discuté de la contestation de la loi 21. Puis on a aussi discuté à 2 reprises, je pense, là, de l'urgence sanitaire. Tout à fait. Et c'est lié parce que c'est quelque chose d'assez paradoxal qui voit le Canada, les provinces canadiennes et le Parlement fédéral ne pas avoir recouru à la dérogation, donc à l'espèce de suspension temporaire des droits pour, par exemple, protéger de contestations juridiques
des mesures d'urgence sanitaire, mais on voit le législateur du Québec recourir à ça pour protéger sa loi sur la laïcité. Fait que ça pose des questions juridico-politico-philosophiques, parce que là, normalement, bon, je disais, s'il y a un cas vraiment paradigmatique, là, exemplaire d'usage politiquement légitime de la dérogation au droit, c'est bien l'urgence. Oui. Et c'est justement le pari qui avait été pris, notamment après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait eu toutes sortes de débats là, qui remontent même au 19e siècle. La question était de savoir, est-ce que lorsqu'il y a une situation d'urgence, le droit prend le bord, là, si vous me permettez l'expression, totalement, puis on est dans l'univers de la pure politique, ou si le droit, puis l'état de droit démocratique moderne peut encadrer, donc aménager, prévoir la possibilité de l'urgence, mais que l'urgence soit quand même globalement, les pouvoirs d'urgence soient globalement exercés dans le cadre de la légalité puis de la légalité constitutionnelle. Et si si ce qui est en train de se produire, c'est que en cas de véritable urgence, on ne prend pas le soin de suspendre les droits, alors qu'on sait qu'on va prendre des mesures dérogatoires aux droits. Le péril, c'est qu'on tombe sur une logique selon laquelle, quand c'est vraiment urgent, la suspension des droits, elle peut devenir une suspension de facto, de pur fait, et non juridique. Mais si c'est ça, ça voudrait dire qu'on est en train de trahir le pari, on est en train de perdre le pari qui a été pris après la Seconde Guerre mondiale, selon lequel c'est possible de garder les pouvoirs d'urgence à l'intérieur de la légalité constitutionnelle moderne. Parce qu'on peut se réjouir, on a pu se réjouir là, quand on a vu que au début de l'urgence sanitaire, on n'a pas recouru à la dérogation aux droits. On a pu dire, bonne nouvelle, on déroge pas à la charte, donc nos droits vont être maintenus. Mais en réalité pratique, là, l'accès aux tribunaux, il est limité en situation d'urgence. Fait que je sais pas si vous voyez le paradoxe, c'est qu'on l'a pas fait pour ça, mais on le fait pour la loi sur la laïcité. Et pourquoi, en fait, est-ce que quelqu'un aurait pu contester les mesures d'urgence? Il y en a eu, c'est parce qu'on n'est pas encore rendu sur le fond. Il y a eu plusieurs contestations qui étaient des mesures provisoires, c'est-à-dire on demandait un sursis d'application des mesures, un sursis provisoire en attendant le jugement sur le fond. Oui. Et jusqu'ici, les tribunaux ont fait preuve de quand même pas mal de déférence à l'endroit des pouvoirs publics, mais on n'est pas encore rendu sur le fond. Puis ça aussi, c'est vraiment lié à la discussion qu'on vient tout juste d'avoir, c'est que alors que les tribunaux canadiens ont un peu la réputation d'être assez actifs, assez dynamiques en matière de protection des droits fondamentaux, normalement, dans un contexte normal, puis c'est en matière notamment de liberté de religion, puis de droit à l'égalité. À l'heure actuelle, les tribunaux d'autres pays, notamment européens, ont été plus sévères à l'endroit des pouvoirs publics que ne l'ont été jusqu'ici les tribunaux canadiens. Donc en Belgique notamment, en Allemagne, il y a eu vraiment des... Donc ça aussi, ça je trouve que ça nous fait s'interroger là. Donc les deux sont un peu liés, c'est-à-dire est-ce que la protection des droits est comme vraiment renforcé en situation normale, puis là en situation d'exception, là où on devrait là peut-être resserrer le contrôle, ou justement se demander si il faut pas éviter la suspension de facto. Et d'ailleurs un autre sujet connexe, c'est le contrôle parlementaire. Normalement, on resserre le contrôle parlementaire en situation d'urgence pour compenser la baisse d'intensité du contrôle judiciaire. Puis ici, on a fait le contraire. Là, on a fermé le Parlement, on renouvelle l'état d'urgence. Il y a mon collègue Louis-Philippe Lampron qui en a beaucoup parlé récemment dans les médias. Là, c'est un peu une lacune dans la loi, mais c'est une mauvaise pratique. Normalement, en situation d'urgence, on resserre le contrôle parlementaire parce qu'on sait qu'il va y avoir moins de contrôle judiciaire. C'est intéressant. Revenons à la loi 21. Donc, là, ça va être contesté. J'ai lu, vous m'avez envoyé, en fait, je pense un courriel que vous avez envoyé à vos étudiants pour commenter le jugement de Marc-André Blanchard. Et vous parlez
vous semblez dire qu'il y a eu un chevauchement des compétences. En fait, on parlait de disposition de l'argument fondé sur le partage des compétences. Peut-être vous expliquer un peu qu'est-ce que vous vouliez dire par là, parce que vous dites il y a eu un petit tour de passe-passe. Oh, ah ouais, à mon avis, le juge Blanchard fait un peu un tour de passe-passe à la fin de la partie de ses motifs là, qui disposait de cet argument-là. Bon, ça c'est un argument que j'avais moi-même publié, même à l'époque de la Charte des valeurs. Donc ça fait donc en prévision parce que l'intérêt de l'argument, c'était que si on conteste une telle loi ou une loi équivalente, si on la conteste sur la base du partage des compétences, ben l'article 33 ne peut rien y faire parce que l'article 33 permet de déroger à la charte, mais l'article 33 ne permet pas, par exemple, à une province de légiférer sur des matières qui ne relèvent pas de sa compétence. Oui. Donc, il y avait mon collègue Léonide Sirota aussi là, qui avait un peu publié là-dessus. On envisageait les différents scénarios, puis on se disait on anticipait le scénario qui finalement s'est réalisé. Donc le scénario où on recourrait à 33. Donc, quand on recourt à 33, normalement, les arguments fondés sur la Charte canadienne sont réduits. On peut plus faire grand-chose. Là, on a vu qu'il y a quand même eu, ça a été très créatif. Là. Il y a eu un nombre considérable d'arguments quand même fondés sur la Charte, malgré le fait qu'on ait recouru à l'article 33. Peut-être qu'on va avoir le temps d'en reparler un peu tout à l'heure. Mais si on plaide le partage des compétences, là, l'article 33 puis la charte, ça n'a plus rien à voir. Là. Les provinces ne peuvent pas modifier le partage des compétences. Et je me rappelle quand on avait présenté l'argument, j'avais des collègues qui disaient c'est créatif comme argument, c'est intéressant. Bon, c'est vrai qu'on n'a jamais dit que c'était un argument dirimant parce que la jurisprudence sur cette question-là est pas tout à fait nette. Attendez, un argument dirimant? Ben, c'est-à-dire tout à fait béton, massue, parce que depuis l'entrée en vigueur de la Charte canadienne, on n'est pas certain. Il va falloir que la Cour suprême un jour nous donne la réponse. Puis ce dossier-là est intéressant pour ça. La réponse sur à la question de savoir quel est le statut actuel de l'ancienne jurisprudence qui cherchait à protéger d'une certaine manière les libertés fondamentales, notamment d'expression et de religion, contre malheureusement les seules lois provinciales. Donc il y a toute comme une série de jugements là, certains plus anciens. Donc avant 1982. Oui, mais ça s'est répercuté encore dans la jurisprudence d'après 1982. Oui, ça a survécu dans Bingham Drug-Mart, Edward Books, donc des jugements qui ont été rendus en vertu de la Charte canadienne. Attendez, je suis un néophyte, là. Donc, ces jugements-là s'appuyaient quand même sur une jurisprudence qui était antérieure à la Charte de 1982. Oui, c'était ce qu'on appelle en droit obiter dictum, c'est-à-dire que ça faisait pas partie des motifs déterminants de l'arrêt, mais on rappelait ce principe-là. Puis c'est normal qu'on en parle après parce que c'est une jurisprudence qui était relative au partage des compétences. Mais le partage des compétences, il existe encore. On est encore une fédération. Ben oui, on l'a bien vu dans le dernier budget d'ailleurs. Ben voilà. Mention spéciale. Non, mais je veux dire, je dirais pas le moteur du fédéralisme canadien, mais c'est pas nouveau, là. On a l'impression que je lisais des articles. C'est le fédéralisme canadien. Ouais, voilà. Le partage des compétences, c'est le fédéralisme. Et le débat. Il y a un débat constant entourant les compétences. Oui, et la Charte n'a pas changé ça. Ouais. La Charte canadienne, puis d'ailleurs, il y a des dispositions qui le rappellent, la Charte canadienne ne modifie pas du tout la répartition fédérative des compétences entre la sphère fédérale et la sphère provinciale. OK, on fait une petite pause. Pourquoi elle le fait pas? Pourquoi? En fait, donc, si elle ne changeait pas cette dynamique-là, c'était quoi l'idée de l'introduire en 82? C'était de renforcer la protection des droits et libertés. Individuels.
Oui, ben il y a aussi des droits plus collectifs parce qu'il y a des droits linguistiques, là, justement, le jugement nous le rappelle. Ouais. Il y a aussi des droits collectifs dans la charte. Il y a aussi des droits collectifs en dehors de la charte dans la loi de 1982, qui sont les droits constitutionnels des peuples autochtones. Ouais. Mais l'idée, c'était de renforcer la protection des droits et libertés individuelles et linguistiques, plus collectifs. Donc c'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit plus tôt. La charte canadienne, elle est aussi opposable au Parlement fédéral puis au gouvernement fédéral. Donc, le partage des compétences n'a pas changé, mais les deux sphères de pouvoir, dans l'exercice de leurs compétences, sont davantage limitées. Donc, c'est-à-dire que l'exercice des compétences législatives fédéralement distribuées doit maintenant respecter la charte, mais la répartition, elle n'est pas changée. Donc, le fédéral n'a pas plus de compétences depuis 1982 en raison de la charte. Là. Okay. Il en a moins. Il en a moins entre guillemets, c'est-à-dire qu'il il est limité dans l'exercice de ses compétences comme le sont les provinces. Bon, mais pour la loi 21, l'aspect problématique du partage des compétences se trouve où exactement dans la loi 21? En fait, c'est que il y a plusieurs jugements qui donc d'avant et d'après la révision de 1982, la révision constitutionnelle, qui suggère que les provinces ne sont pas compétentes pour restreindre délibérément la liberté de religion et la liberté d'expression, mais dans cette jurisprudence-là, la liberté d'expression est réduite à l'expression politique. Mais l'idée est la suivante, c'est que les provinces ne seraient pas compétentes pour restreindre volontairement ces libertés-là. Puis quand je dis restreindre volontairement, ça veut dire que si c'est leur seul objectif ou l'objectif principal. Ouais. Donc, une atteinte volontaire, délibérée, intentionnelle d'un législateur provincial à la liberté de religion ou d'expression, ce serait, comme on dit en droit, le ultra vires en dehors du ressort des provinces. Et si ça ne relève pas des provinces, comme on est dans une fédération, ben il faut forcément que ça relève sur le plan du partage des compétences, que ça relève du fédéral. Oui. Puis là, même si il y a, on peut dégager un principe selon lequel ce serait ultra vires des provinces de faire ça. En revanche, il y aurait plusieurs hypothèses possibles relativement à la compétence fédérale dont ça relèverait. Donc, notamment, il a été question de la compétence fédérale sur le droit criminel, mais pas exclusivement parce que le Parlement fédéral est aussi titulaire de la compétence résiduelle. Donc, si ça fait pas partie d'une matière qui a été clairement attribuée à l'un ou l'autre ordre, ben, ça relève comme par défaut du fédéral. Puis ça, il a été question de ça récemment dans le renvoi sur la taxe carbone. Oui. Et ici, c'est ça, là, le tour de passe-passe, à mon avis, là, ou peut-être l'erreur, à mon avis. Moi, je verrais un motif d'appel, là, l'erreur, dis-je, du juge Blanchard, c'est que là, on voit qu'il a pris l'argument très au sérieux, là. Ça occupe plusieurs dizaines de pages. Donc, ceux qui disaient que c'est un argument un peu télescopé, ben là, je pense en tout cas que le juge Blanchard est pas de cet avis. J'ai même l'impression que c'est peut-être l'argument qui lui a donné le plus de fil à retordre. Oui. Donc, il passe beaucoup de temps là-dessus. Il prend ça très au sérieux. Il reconnaît que, en effet, une loi provinciale ne peut pas délibérément restreindre la liberté de religion. Donc, il détermine ce qu'on appelle la nature véritable de la loi comme étant une loi restrictive de nature religieuse, parce que la jurisprudence reconnaît que la laïcité, comprise en ce sens, c'est une matière, religieuse au sens juridique du terme. Puis, dans un deuxième moment, il n'envisage comme rattachement vers une compétence fédérale, il n'envisage que la compétence sur le droit criminel. Donc, il dit, OK, ben comme la loi ne prévoit pas de sanction pénale, ça ne peut pas relever finalement de la compétence fédérale. Fait que là, il saute tout de suite aux conclusions en disant, bon, ben puisque c'est ça, ça relève forcément de compétences provinciales. Donc là, l'erreur dans le raisonnement, c'est que ce n'est pas parce que ça ne relève pas de la compétence fédérale sur le droit criminel que ça ne peut pas, par exemple, relever de la compétence fédérale résiduelle. Donc là, Donc, en fait, juste pour qu'on comprenne bien, étant donné que la loi 21 ne prévoit pas de peine de prison pour des gens qui refuseraient de ne pas porter de signe religieux, prison, amende. Voilà. Il dit que ça peut pas relever de la compétence fédérale sur le droit criminel.
Donc, ça relève forcément d'une compétence provinciale et donc c'est forcément valide du point de vue du partage des compétences. Sauf que, bon, première erreur, c'est que c'est pas parce que ça ne relève pas de la compétence fédérale sur le droit criminel que ça ne peut pas relever d'une autre compétence fédérale. Et ensuite, quand il est rendu là dans le raisonnement et qu'il rattache plutôt la loi à des compétences provinciales, il fait ça en un paragraphe, là, en quelques lignes, 1 ou 2 paragraphes, là, très courts, alors que ça fait des dizaines de pages qu'il se penche là, sérieusement, qu'il s'échine là, sérieusement sur la question. Et en rattachant ça à des compétences provinciales, il oublie la caractérisation qu'il a faite plutôt de la loi, où il avait déterminé la loi comme ayant une matière religieuse, restrictive, délibérée. Donc là, on dirait que, alors que c'est justement ça qui est censé être l'objet du rattachement, ce qu'on doit rattacher à une compétence, là, on dirait qu'il oublie ça, puis là, il caractérise la loi autrement, et bing bang, si vous me permettez l'expression, en 2 très courts paragraphes, il termine une analyse qui, sur plusieurs dizaines de pages, allait dans une autre direction. Fait que je pense qu'il y a une faille, là, il y a au moins une faille dans le raisonnement. Je pense que ça pourrait être un motif d'appel. Sinon, ben là, les autres scénarios qui restaient, c'était soit de plaider des droits auxquels on n'a pas pu déroger en vertu de l'article 33 de la charte. Donc de plaider la charte, par exemple, mais plaider des articles auxquels l'article 33 ne permet pas de déroger. Puis il y a aussi d'autres arguments que je trouve assez créatifs là, qui ont été plaidés. On a plaidé des vieilles lois impériales, donc des lois britanniques d'avant la Fédération de 1867, puis des vieilles lois coloniales auxquelles on a essayé de faire reconnaître un statut constitutionnel. Là, ça, je veux pas trop rentrer là, dans le détail, mais ça, à mon avis, c'était des arguments très faibles. Ça fait l'objet de très longs développements, mais on voit bien que le juge Blanchard là a pas trouvé que ces arguments-là étaient très pesants, mais ça a été l'occasion de développement très pédagogique sur l'histoire du droit constitutionnel canadien. On a aussi plaidé les principes non écrits, puis ça je suis vraiment rassuré. Le juge Blanchard a dit que les fameux principes non écrits, ça peut servir à combler des lacunes de la Constitution ou servir à interpréter la Constitution, mais ça ne peut pas venir contredire un texte relativement clair. OK. Ces principes non écrits-là, ce seraient lesquels qui seraient par rapport à la loi 21? Ben, ceux que le juge Blanchard a retenu comme méritant un examen un peu plus sérieux, parce qu'il y avait quand même pas mal d'idées, là, un petit peu audacieuse, j'ai envie de dire. Là. Bon, mais les principes mieux établis dans la jurisprudence sur lesquels il s'est penché, ce sont ceux de la primauté du droit et de l'indépendance de la magistrature. Donc, primauté du droit, on invoquait que la loi était pas assez précise et donnait place à de l'arbitraire. Le juge dit, écoutez, pour qu'une loi soit invalide pour cette raison-là, il faut qu'elle soit imprécise au point de ne pas permettre un débat judiciaire. Donc là, je pense que il y avait lieu, c'est une belle mise en abîme. On était en plein débat judiciaire. Oui, c'est ça. Fait que là, il a disposé de l'argument assez rapidement. L'argument fondé sur l'indépendance judiciaire, lui, il était d'une portée plus limitée. C'est qu'il y a des dispositions de la loi qui s'adressent aux juges là, concernant l'interdiction de port de signes religieux, mais la loi donne au Conseil de la magistrature là, le dernier mot. Parce que le problème, c'est que si vraiment la loi créait des sanctions disciplinaires, ben là, la loi pouvait remettre en question le principe d'inamovibilité. Donc, l'indépendance judiciaire exige que les tribunaux soient indépendants pour déterminer leur propre déontologie de manière à préserver l'inamovibilité des juges, qui est une condition première de l'indépendance judiciaire. Et ici, ben, le juge a bien retenu que la loi donnait le dernier mot là, au Conseil de la magistrature et qu'on ne pouvait pas là, tenir pour acquise la réaction à venir du Conseil de la magistrature. Il y avait de ça aussi. J'ai envie d'aborder ça aussi, jusqu'à quel point je me rappelle plus si c'est votre
le courriel que vous avez envoyé, la réponse, ça vient de vous, mais le juge, bon, c'est écrit, c'est quand même permis de souligner que plusieurs dispositions de la loi 21 violent non seulement certains des droits garantis par les chartes canadiennes et québécoises, mais aussi le droit international, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui pourrait être une invitation à se tourner vers la justice internationale. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, il a pas. Non, en fait, il a pas dit ça comme ça. Puisque, attendez, je vais préciser un peu là où j'en parle. Puis d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer mes étudiants qui font du temps supplémentaire. Là. Le cours est terminé, on a eu l'examen, puis ils m'ont quand même écrit pour en avoir plus, là, pour avoir ma réaction Ouais. sur le jugement. Il faut dire qu'il y avait une question là-dessus à l'examen. Donc le jour même où le jugement était rendu, ils avaient à répondre à des questions. En fait, ben là, votre question me permet de souligner un autre aspect vraiment intéressant du jugement. L'article 33, là, Oui. il y a l'arrêt de principe sur la question, c'est l'arrêt Ford qui portait sur la charte de la langue, la constitutionnalité de la charte de la langue française, l'ancien affichage de unilingue francophone, et la Cour suprême avait confirmé là, que l'article 33 ne permet pas aux tribunaux là, de faire un contrôle de fond, c'est-à-dire que c'est une soupape qui est laissée au législateur, les conditions sont purement formelles. Ça prend une déclaration législative express, puis ça dure 5 ans, puis c'est renouvelable. Oui. Dans ce dossier là, de la loi 21, des partis au litige, puis des professeurs d'université, des auteurs de doctrine invitaient la Cour à renverser le principe de l'arrêt Ford et à faire un contrôle plus substantiel du recours à l'article 33. Et c'est vrai que le droit international contraignant pour le Canada limite les situations où il serait justifié de restreindre la liberté de religion. Donc, en d'autres termes, on invitait le juge Blanchard à réinterpréter l'article 33 comme permettant, comme peut-être interdisant aux législateurs de restreindre certains droits, dont la liberté de religion, sauf situation, par exemple, d'urgence ou à des fins d'ordre public et tout ça. Et là, je suis assez rassuré que le juge Blanchard n'ait pas succombé là à cette tentation. C'est vrai que des arrêts récents de la Cour suprême ont permis aux juges de première instance de renverser des précédents des tribunaux qui sont situés plus haut dans la hiérarchie judiciaire, mais il n'a pas voulu faire ça. Autrement dit, il a dit ce sera à la Cour suprême de renverser le principe de l'arrêt Ford. Moi, je vais respecter le principe du précédent, là, qu'on appelle du stare decisis, là, ici, mais il a dit, moi, je vais respecter le précédent de la Cour suprême, puis ce sera à la Cour suprême de renverser l'arrêt Ford. Mais si jamais on va aller en appel de ça, moi, je suis pas pour ça. J'espère que ce sera pas ça la décision, mais un argument qu'on pourrait faire, c'est justement insister sur le droit international, puis il y a quelque chose dans notre droit qui est la présomption de conformité de la Charte canadienne au droit international, puis ça n'existait pas dans la jurisprudence au moment où l'arrêt Ford a été rendu. Fait je sais pas comment ça a été plaidé, je sais pas si j'ai pas lu dans le détail de tous les mémoires, mais peut-être que là, pour les appelants, là, la contestation, il y aura un argument à faire de dire, écoutez, cette présomption-là n'existait pas avant, donc là, on faudrait inviter la Cour suprême à réinterpréter le principe de l'arrêt Ford, mais moi, je serais pas en faveur de ça parce que c'est pas une présomption qui est absolue, c'est une présomption qui est relative. Et puis, la preuve documentaire suggère qu'avec l'article 33, ce qu'on voulait faire, c'était permettre aux élus de soustraire certaines questions au débat judiciaire. Puis si les tribunaux commencent à faire un contrôle de fond là-dedans, je pense qu'après ça, on va être mal placé pour se plaindre d'un senti d'une crainte du gouvernement des juges puis de l'activisme judiciaire. Tu sais, il faut à un moment donné, il faut aussi que l'État de droit sache s'aider lui-même là. Tu sais, bon, excusez-moi, tu sais, c'est un peu familier là. C'est correct, non. Fait que ça, je suis content. C'était un aspect, j'avais un peu peur de ça. Puis, s'il nous reste un petit peu de temps, qu'il y a une question qui est très, très connexe à ça. Là, il y avait plusieurs constitutionnalistes qui avaient ensuite, en dernière analyse, là, invité la Cour
à quand même se prononcer sur le fond du rapport de la loi contestée aux articles de la Charte canadienne auxquels la loi déroge, de se prononcer, mais sans invalider la loi. Donc, ses collègues, ses constitutionnalistes et aussi les avocats là, du dossier, avocats du dossier, on dit, bon, on reconnaît que si jamais la Cour reconnaît que le recours à 33 est valide, la Cour ne veut pas renverser le principe de l'arrêt Ford, que la dérogation est valide, bon, ben dans ce cas-là, la Cour ne pourra pas invalider la loi sur la base des articles de la Charte canadienne auxquels il est dérogé, mais la Cour devrait quand même se prononcer sur la compatibilité de la loi avec la Constitution. Donc là, ça aurait été une espèce de déclaration d'inconstitutionnalité sans effet d'annulation de la loi, mais qui aurait pu être une victoire symbolique et un peu politique, j'ai envie de dire, ouais. mais qui aurait eu aussi un certain intérêt pratique. C'est que on aurait su quel aurait été l'état du droit dès lors que la dérogation aurait cessé de prendre effet. Donc, si on avait eu cette espèce de déclaration-là, puis que c'était, tu sais, qu'on savait pas été renversé en appel, puis disons que le juge avait accepté cette invitation-là, puis avait dit, bon, ben là, c'est protégé par 33, mais sachez que ça ne passerait pas le test de l'article 1er, c'est incompatible avec la Charte, ben ça voudrait dire que du moment que la loi, que les dispositions dérogatoires de la loi cesseraient de prendre effet, la loi serait inconstitutionnelle. Mais là, on n'a pas fait ça, fait qu'on est un peu dans le flou. On sait que lorsque des dispositions de dérogatoires cesseront de prendre effet, la loi a peu de chances d'être reconnue constitutionnelle, mais on n'a pas de réponse. Donc dans 5 ans, à partir du moment où ben là il reste 3 ans là. Ouais, c'est en 2019. Ouais. C'est ça là. Donc là, ça c'est des questions qui vont se poser là bientôt là, dans quelques années. Donc est-ce qu'on prend le risque ou non? Est-ce qu'on renouvelle la dérogation parce que entre vous et moi là, cette loi-là a peu de chances de passer le test de l'article 1er, mais c'est quand même un peu une boîte à surprise, l'article 1er. Ouais. Mais disons que si le juge avait accepté de faire ça, là, on aurait plus de précision, mais moi, je pense que le juge Blanchard a vraiment bien fait de ne pas faire ça. Parce que l'article 33 là, ça sert à dérober, retrancher au débat judiciaire certaines questions. Le coût à payer, il devrait être politique dans ce cas-là, oui. Plus que juridique. Puis je pense que la dernière chose qu'on veut, c'est que alors que la Constitution a vraiment donné le droit aux législateurs de déjudiciariser une question, puis on peut avoir un débat politique, on peut dire c'était pas opportun de faire ça, oui. Mais je pense que quand la Constitution donne ce droit-là, ce pouvoir-là aux législateurs, la dernière chose qu'on veut, c'est que les juges s'autorisent à se prononcer quand même. Oui. Là, je pense que ça pourrait à long terme, tu sais, si on a une vision, une longueur de vue, là, à long terme, je pense pas que l'état de droit puis le contrôle de constitutionnalité des droits fondés sur les droits de la personne aurait beaucoup à gagner à un tel bras de fer. Là. Donc, j'avais des collègues qui disaient que les juristes et les juges responsables devraient faire ça. Ben moi, j'ai dit, je pense que c'est exactement le contraire. Je pense que si on veut vraiment être responsable, puis penser à long terme à la protection des droits, protection juridique des droits, à un moment donné, faut juste accepter là que la Constitution telle qu'elle est. On veut. S'il y a un bras de fer entre les tribunaux et le politique, là, c'est pas les tribunaux qui vont avoir le dernier mot. Puis je pense qu'il faut éviter ce genre de bras de fer. Donc là, le juge Blanchard, il a pas ici succombé là, au chant des sirènes. Je suis assez rassuré de ça. Donc finalement, ce qui a été déterminant, ça a été d'invoquer certains articles auquel il n'était pas possible de déroger en vertu de 33. Le droit, en l'occurrence, c'était le droit d'éligibilité, le droit de se porter candidat aux élections, et puis le fameux article 23, droit linguistique, puis ça a été interprété à mon avis un peu trop largement par le juge Blanchard. Les droits linguistiques sont devenus des droits culturels. Donc ça je pense que c'est assez sérieux. Là. Oui. Il y a des chances que ce soit renversé en appel. Oui, parce que et en plus, il va y avoir une refonte de la loi 101 et le gouvernement a déjà annoncé qu'il allait encore utiliser probablement l'article 33. Est-ce que ça va repartir une spirale de contestation et, à votre avis?
Évidemment, on ne sait pas parce que ça risque d'être à l'automne là, qu'on va être fixé, mais... c'est parce que tant que la Cour suprême ne se sera pas prononcée là, de manière définitive sur ce que peuvent faire ou non les tribunaux lorsque on a recouru à 33, ou tant que la Cour suprême ne se prononcera pas sur la question de savoir si les tribunaux peuvent maintenant contrôler beaucoup plus qu'auparavant, qu'en vertu de l'arrêt Ford, le recours à 33, ben oui, c'est possible d'avoir encore des contestations, parce que là, c'est un jugement de la Cour supérieure sur de telles questions, là, ça n'a rien de définitif. Là, on le sait qu'on va se retrouver en Cour suprême avec ça. C'est quand même ironique, on termine avec ça. À l'époque, en 2019, on avait justement dit qu'on allait utiliser l'article 33 pour empêcher les contestations. Et c'est pas ça du tout qui se passe. Ben oui, tout à fait. C'est vraiment moi-même, j'en suis étonné. Puis c'est un peu ce que. Est-ce que le gouvernement était naïf un peu? Pardon? Est-ce que le gouvernement était naïf de dire ça? De dire que 33. Ben on va utiliser l'article 33 justement. C'est-à-dire que moi je pensais que le débat serait politique sur l'opportunité de recourir à 33 ou non. Ouais. Donc moi je faisais partie de ceux qui soutenaient la thèse politique et non juridique qu'on ne devrait recourir à 33 qu'en situation exceptionnelle, notamment l'urgence, mais en tout cas vraiment exceptionnelle. Puis là, je suis ouvert, tu sais, il y a un débat là-dessus, on veut peut-être élargir, décomplexer le recours à 33, mais ça, c'est un débat politique. Ouais. Sur le plan juridique, pour moi, c'était assez clair que si le législateur décidait de recourir à l'article 33, puis de faire en sorte que sa loi déroge validement à certains droits de la charte. Moi, je pensais que c'était fin de la discussion juridique et judiciaire sur ça. C'est pour ça que j'avais cherché des arguments sur le partage des compétences, parce que ça, c'est autre chose. Ouais. Mais je pensais que, ça mettait fin au débat judiciaire sur la question du rapport de la loi en question au fameux article de la charte auquel elle dérogeait. Là, j'ai été vraiment étonné de voir à quel point, donc moi aussi j'ai peut-être été naïf là, mais j'ai été étonné de voir la puissance créative des constitutionnalistes là qui en étaient rendus là. Je veux pas me faire énormément d'amis en disant ça, mais tu sais quand je vois des constitutionnalistes fabriquer un revirement jurisprudentiel encore hypothétique pour appuyer leurs arguments, je trouve que là, on est rendu loin là. Ouais. Donc là, on spéculait puis on comptait sur l'évolution de la société, l'évolution des valeurs, puis des juges qui parlent au nom du peuple pour tabler sur un renversement d'un arrêt de principe sur l'article 33. Ça, j'ai trouvé ça fort en café. Et ensuite, j'avoue là, que ça m'a un peu pris de court là, d'inviter les tribunaux à se prononcer quand même sur le rapport d'une loi à des droits de la charte auxquels cette loi-là déroge, puis d'inviter les tribunaux à prononcer finalement quand même des déclarations, mais dépourvues d'effet, parce qu'il y a un principe en droit qui dit pas de droit sans recours, mais je pense que la contrepartie, c'est qu'il n'est pas censé avoir de recours sans droit. Puis l'article 33, il est dans la section sur l'application de la charte. Donc, ça veut dire que quand on a recouru à ça, les droits en question là, de la charte ne s'appliquent pas. C'est censé être en dehors du débat judiciaire. Mais là, on a dit, non. Ça veut dire que la loi peut pas être déclarée invalide, mais les tribunaux peuvent quand même se prononcer. J'avoue que, puis ça, c'est des collègues extrêmement sérieux, bien établis, là. Ça m'a étonné, mais on a un débat là-dessus. Ouais. J'étais assez content de voir le juge Blanchard ne pas tomber là-dedans. Ben Maxime Saint-Hilaire, merci beaucoup. Très dense, tout ça, complexe. C'est drôle parce que moi, à l'époque, début des années 90, je m'étais inscrit à la faculté de droit à l'Université de Sherbrooke. J'étais sur la liste d'attente. Finalement, je me suis jamais inscrit. Et là, j'ai l'impression, quand je fais des segments comme ça avec vous, longs, bien denses, j'ai l'impression de devenir étudiant libre dans vos cours et de me magasiner une formation gratuite en droit constitutionnel. Alors là, je vais réécouter 3-4 fois ce segment-là. Est-ce que je peux me servir de ça pour essayer de vendre mon cours à mon public captif? Ben oui, tout à fait. Je sais pas jusqu'à quel point c'est vendeur, mais oui, vous pouvez vous en servir.
Merci de votre intérêt, puis merci de votre travail de vulgarisation, puis c'est parce que c'est rare qu'on ait de l'espace là, pour Ouais. vraiment un peu Je approfondir. suis pas sûr qu'on a si bien vulgarisé, mais à un moment donné, il y a des choses qu'on peut pas aller plus. À un moment donné, c'est ça. Il y a des choses qui sont complexes, puis il faut qu'elles soient complexes. Mais je vais réécouter le segment, c'est certain. Mais moi, je vous remercie surtout de prendre le temps de faire cet exercice-là pédagogique. Et j'espère que les gens vont apprécier. Je pense que oui, parce qu'à chaque fois que vous passez à la balado, on a toujours des bons commentaires. Alors voilà, on va se reparler. Il va y avoir des contestations de toute façon. Et on va se reparler aussi pour la refonte de la loi 101. Je le sens. Ça va chauffer. Ah ben merci à vous, tout le plaisir est pour moi, à votre service. Alors merci Maxime Saint-Hilaire, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Sherbrooke. On se reparle bientôt.